D'abord, bonjour, merci d'être ici. Je suis Dr Vincent Liva, radiologiste d'intervention au CHUM et président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, accompagné de Dr Gilbert Boucher, que vous connaissez, qui est président de l'Association des médecins spécialistes en médecine d'urgence et aussi en pratique active à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc, on est ici dans un contexte où on est à moins de 2 semaines du budget du Québec. Dans un contexte également où il y a 1,5 milliard de coupures dans le réseau de la santé, comme vous le savez. Et initialement, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas d'impact sur les patients. Ensuite, on nous a dit que les impacts seraient minimes. Mais ce qu'on constate, puis je pense que tout le monde le constate, c'est que les impacts sont loin d'être minimes. Il y a eu des gels d'embauche, des mises à pied, des suspensions de programmes, des abolitions d'achat ou de renouvellement d'équipements. Donc, des choses quand même qui ont des impacts réels sur les patients. Puis, on nous avait fait des belles promesses. Je vous rappelle qu'on avait déposé en 2022 un plan santé. En 2023, le projet de loi 15. En 2024, la création de Santé Québec. Puis là, plus récemment, il y a eu le dépôt d'un projet de loi 83 pour le privé, pour essayer de ramener des médecins dans le réseau public. Tout ça sans qu'il y ait réellement eu de consultation préalable. Fait qu'on a souvent été mis devant un fait accompli. On est ici pour vous donner des exemples concrets des effets des coupures sur les patients. Vous avez vu plus tôt dans la semaine un article qui faisait état d'une sous-utilisation d'un équipement spécialisé, le TEP-scan, pour les patients qui sont en attente pour des traitements de cancer. On a des fermetures de salles d'opération un peu partout, mais entre autres, un médecin qui nous écrit, Dr Hood de Pierre Boucher, une salle d'opération fermée pendant 2 semaines. Coupure de technicien de plâtre, Dr Saint-Jean à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Coupure de poste de physiothérapie pour la récupération post-opératoire, Dr Soucy. Des arrêts de programme de suivi de maladies chroniques, Dr Hogan à Pierre Boucher. Puis je vous donne quelques exemples, mais j'en ai des pages et des pages, mais c'est vraiment pour vous montrer que ce sont des coupures qui ont des effets assez profonds puis assez diffus sur le réseau. Et entre autres, des fermetures, par exemple, de 7 lits de courte durée en gériatrie, qui a un effet, évidemment, sur les unités de débordement de l'urgence. Puis je laisserai la parole à Dr Boucher parce qu'il est à l'urgence, puis il en voit et il en vit des effets de ces coupures-là. Donc, je demanderai à Gilbert peut-être de compléter. Merci, Dr Liva. Alors oui, effectivement, donc la saison hivernale a été très difficile dans nos urgences. La grippe a frappé très fort. Ça fait plusieurs mois qu'on se préparait. Il y avait plusieurs plans là, pour avoir l'augmentation des soins à domicile, d'avoir de l'espace pour les niveaux de soins alternatifs, là, les fameux patients qui bloquent des lits dans nos hôpitaux. Puis malheureusement, quand les coupes ont été annoncées au début novembre, tout a été mis sur la glace. Je peux vous dire que c'est très démoralisant pour nos équipes là, un samedi soir quand l'urgence déborde à 200 %, qu'on sait qu'il y a 10 lits disponibles à l'étage, qu'on sait qu'il y a des travailleurs de la santé qui sont prêts à rester, mais qu'on se fait dire qu'on ne peut pas les ouvrir parce qu'il faut respecter les budgets. C'est plus de patients qui passent leur temps dans nos corridors, qui ne reçoivent pas les bons soins. Ça a été très difficile aussi parce que tous les programmes là, pour faire avancer les soins à l'urgence, l'efficacité, ça aussi, ça a été mis sur la glace. Il faut savoir que nous, à l'urgence, on le sent à toutes les années. À chaque année, il y a de 2 à 6 % de plus de personnes âgées, de patients plus malades. Il faut augmenter nos services. Il faut qu'on soit capable de mieux servir la population, de savoir qu'on est juste d'avoir été sur place depuis 3 mois nous nuit énormément. Il faut augmenter. Puis quand l'urgence déborde, on est vraiment le filet de sécurité des hôpitaux. Vous savez, quand on est à 180 % ça veut dire qu'on remplit des lits de chirurgie. Ça veut dire qu'il y a des patients qui vont rester à l'urgence sans être mieux, sans s'améliorer. Puis ça cause vraiment beaucoup de problèmes au système. Donc, alors, on est très inquiets. On a parlé à plusieurs reprises. On est content que Dr Oliva en parle aujourd'hui. Mais oui, Santé Québec a augmenté l'efficacité de certains processus, mais au final, cet hiver, on avait besoin d'argent, on avait besoin de temps supplémentaire parce qu'on avait besoin de lits et de travailleurs de la santé de plus pendant ce mois-là de février qui a été extrêmement difficile. Donc, merci Gilbert.
En fait, on a évoqué Santé Québec, puis on va en parler un tout petit peu, mais il est arrivé un petit peu ce qu'on craignait. C'est-à-dire que, oui, l'arrivée de Santé Québec, on comprend le principe, mais ça a quand même ajouté une couche. Il y a eu ajout de bureaucratie. Santé Québec nous apparaît parfois loin du terrain. Et l'arrimage nous apparaît difficile également avec le ministère de la Santé. Donc, l'organisation des soins joue un rôle également. Puis, actuellement, notre lecture, c'est qu'on est dans un cul-de-sac et la médecine recule. Fait que ce qu'on demande, c'est que Santé Québec, d'abord, écoute le terrain. Nous, on leur tend la main. Il y a eu récemment un dépôt d'un plan pour l'amélioration de la chirurgie qui a été déposé par Santé Québec où on n'a pas été consulté. On voit ce matin dans le journal qu'il y a des plans d'envoyer des patients dans le privé, des patients de CRDS. Encore une fois, on l'apprend dans le journal. Donc, ça concerne quand même les médecins spécialistes. Donc, on serait certainement pertinent de faire partie de ces discussions-là. Évidemment, Santé Québec doit avoir la marge de manœuvre politique, budgétaire. Puis, dans le fond, aujourd'hui, le centre de notre message, c'est qu'on demande au gouvernement qu'il profite du budget pour mettre fin aux coupures, pour qu'on puisse donner aux patients l'accès aux soins qu'ils méritent. Voilà. Merci. On va prendre les questions. Pour la période des questions, les micros juste en arrière, donc on va débuter avec les questions en français. Oui. Florence Morin-Martel du Devoir. J'aimerais savoir plus concrètement, c'est quoi les impacts de ces coupes-là sur le rattrapage en chirurgie? Bien, le rattrapage en chirurgie, premièrement, on peut dire qu'il s'est légèrement amélioré, mais on a fait beaucoup de surplace. La pandémie, ça commence à faire longtemps qu'elle est terminée et on aurait dû rattraper beaucoup plus vite. Si on compare ailleurs, dans les autres provinces, ça s'est fait beaucoup plus vite. Donc, il y a eu une légère amélioration. C'est sûr qu'on a fait de la priorisation. Fait que sur les patients de plus qu'un an, il y a eu une amélioration un peu plus notable, mais ça s'est fait quand même au détriment de l'ensemble de la clientèle. Fait que si on veut, la liste d'attente, globalement, n'a pas beaucoup bougé. Puis je pense que si on avait dans le réseau la marge de manœuvre budgétaire, on rattraperait beaucoup plus vite. On aurait dû arriver à des niveaux de liste d'attente pré-pandémique beaucoup plus rapidement. Sur un autre sujet, est-ce que vos négociations avec Québec font du surplace en ce moment? Ça avance tranquillement. Ça avance tranquillement. Ça piétine un petit peu, mais ça avance tranquillement. Oui, Lia Lévesque de la presse canadienne. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça fait déjà plusieurs années qu'il y a des ruptures de services dans le secteur de la santé et que c'est tout simplement dû au manque de personnel, surtout au manque d'infirmières? Bien, écoutez, des infirmières puis du personnel, il y en a. C'est juste qu'ils quittent le réseau. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que le budget qui est alloué aux hôpitaux ne permet pas de les garder. Alors, il y en a du personnel. Alors, je ne dis pas que c'est parfait puis qu'on n'en prendrait pas plus, mais même avec le personnel qu'on a, on n'arrive pas à les faire travailler comme il faut parce qu'on refuse du temps supplémentaire, on abolit des postes. C'est quand même incroyable dans un contexte où il y a une relative pénurie de personnel. Qu'on fasse des gels d'embauche. Alors, évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de redondance, mais on pourrait utiliser les ressources beaucoup mieux si on avait la marge de manœuvre budgétaire. Et j'ai parlé à plusieurs syndicats dans la santé qui me disent qu'il y a, par contre, beaucoup d'embauches de cadres. Est-ce que vous voyez la même chose? Bien, nous, on l'a dit plusieurs fois, puis c'est drôle parce qu'il y a eu beaucoup d'articles récemment sur la Suède et on se compare beaucoup à la Suède, puis moi, je l'ai déjà évoqué, mais dans des pays comme la Suède, si on prend le personnel bureaucratique, ils sont 3 fois moins nombreux pour la même population, puis il y a plus de soignants. Alors, c'est ce ratio-là. Puis nous, c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir dans toutes ces réformes-là, c'est qu'il y a une commande claire pour diminuer la bureaucratie. Puis la bureaucratie, ça ne veut pas dire du personnel qui donne des rendez-vous, ça veut dire des gens qui réfléchissent, qui font des comités et qui prennent des décisions souvent loin du terrain. Donc, oui, effectivement, on aimerait qu'il y ait un ménage dans la bureaucratie.
et qu'on donne plus de marge de manœuvre aux hôpitaux parce que souvent, les hôpitaux, les PDG d'hôpitaux, les équipes locales connaissent le terrain. Alors, il ne faut pas penser là, que les solutions vont venir d'en haut et qu'ils vont réinventer la roue. Ce n'est pas si compliqué que ça, les soins. Il faut qu'il y ait du personnel, il faut qu'il y ait du budget. Puis les hôpitaux qui ont toutes des réalités très différentes les uns des autres, ils savent comment donner des soins, puis c'est eux qu'il faut qu'il y ait de la marge de manœuvre. Merci. Daniel Cadjo, Radio-Canada. En décembre, vous aviez parlé d'un moratoire en lien avec les compressions qui touchent les services directs aux patients. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle avec ça? Bien, non seulement il n'y a pas eu de moratoire, mais on est ici pour vous dire, dans le fond, que les coupures et les compressions se sont avérées, puis les impacts, sur les patients sont réels. Faut juste comprendre que la maladie ne prend pas de pause et même quand on fait du surplace, bien, les patients se détériorent. Puis, je ne veux pas être alarmiste, puis la qualité des soins, en général, est très bonne quand les patients réussissent à rentrer, mais l'accès est très mauvais. Mais je vous dirais maintenant, ce qu'on commence à voir aussi, c'est des problèmes de qualité, parce que je parlais tantôt d'équipements qui ne sont pas renouvelés. On commence à être très, très fragile. Et il y a des médecins même qui sont sortis, qui ont dit on n'est plus capable de traiter selon les standards de 2025. Alors, c'est quand même assez inquiétant. Puis, au niveau du gouvernement, ce n'est pas la première fois que vous faites une sortie comme celle-ci. Je pense que cette semaine, il y avait également d'autres médecins. Quel retour vous avez de la part du gouvernement? Bien, on va voir. On espère qu'ils vont être à l'écoute, mais on le fait, vous comprenez, dans le contexte spécifique où il y a un dépôt de budget dans moins de 2 semaines. Puis ce qu'on espère, c'est qu'ils vont profiter de cette occasion-là pour revoir leur planification ou enfin en tenir compte. Puis on entend souvent qu'il y a eu des augmentations, etc., mais il faut juste comprendre que ça, c'est mondial. Partout sur la planète, la population vieillit, puis on doit consacrer davantage de budget à la santé. Québec n'y échappe pas, puis on ne dépense pas plus d'argent au Québec en santé qu'ailleurs, même probablement qu'on en dépense un petit peu moins que dans les autres provinces canadiennes. On en dépense pas mal moins que dans d'autres pays développés comme par exemple les États-Unis. Si on prend le budget par rapport au produit intérieur brut, on est en dessous. Alors, il y a des choix à faire. À tout le moins, il faut mettre fin à ces coupures-là. C'est au gouvernement à faire son exercice, mais il faut qu'il finance le réseau de la santé de façon adéquate. Dernière question. Christian Dubé dit objectif 1,5 milliard non négociable. Si on ne coupe pas là, où est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce que vous suggérez? Bon, je pense que c'est à lui à faire l'exercice. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de ménage à faire. On ne dit pas qu'il n'y a pas de bureaucratie excessive, puis on ne dit pas qu'il n'y a pas certaines économies à faire. Ce qu'on dit, c'est que l'exercice qu'ils font en ce moment ont des impacts sur les patients, puis ça, ce n'est pas acceptable. Merci. Bonjour, Audrey Folliot de TVA. Peut-être une question pour Dr Boucher. Là. Vous disiez que dans les urgences, ça déborde parce qu'au final, les patients qu'on ne peut pas soigner finissent par se ramasser à l'urgence. À quel point on est capable de soutenir encore ce niveau-là d'achalandage si rien ne change, là, finalement? Mais effectivement. Donc, finalement, là, depuis 2 semaines, 3 jours avant le début de la relâche, la pression a commencé à diminuer. Malheureusement, à Hull, Gatineau, la Mauricie, là, cette semaine, on ça très difficile avec l'influenza. C'est sûr que si l'année prochaine, on aborde encore la même saison avec les mêmes ressources qu'on avait cette année, ça va être encore pire, il ne faut pas se le cacher. C'est là qu'on dit qu'il faut améliorer les choses. Oui, il y a des gains d'efficacité à faire dans nos hôpitaux, mais comme cette année, là, on parlait de plus de 450, même 500 lits de bloqués par des patients qui n'avaient pas besoin d'être dans nos hôpitaux. Puis ça, c'est directement des patients dans nos corridors. C'est des patients dans la salle d'attente qui ne sont pas vus. Ça nuit à l'efficacité de nos équipes. Là. Vous savez, moi, je reçois des textos de mes collègues. Salle d'attente, 70 patients. On a 14 salles pour les voir. Il y en a 12 de ces salles-là qui sont prises par des patients qui attendent des hospitalisations. Fait qu'au final, on a 3 médecins avec 2 salles. Ils voient chacun de 6 à 8 patients dans leur corps de travail. C'est pas ça de l'efficacité. Puis au final, tout le monde paye le prix. Le pire, c'est les patients. C'est ça qui nous inquiète. Ces patients-là, il faut leur trouver des endroits. Puis malheureusement, en ce moment, des fois, ça prend des sous, mais on a besoin d'aide pour s'occuper de la population en ce moment. Est-ce que vous pensez que le gouvernement veut peut-être encore
plus envoyer des gens vers le privé, ou en tout cas à quel point le privé a un rôle à jouer là-dedans pour vous aider, ou est-ce qu'on mise trop sur le privé finalement qu'on n'est pas capable de soigner les gens au public? Bien, on croit encore beaucoup au public. Là. C'est sûr que les soins à domicile, l'augmentation des services, là, on en parle beaucoup, mais il faut le faire. Encore là, il y avait beaucoup de plans à l'automne pour augmenter les services cet hiver, puis je pense vraiment que ça nous aurait beaucoup aidé pour libérer des lits dans nos hôpitaux. Puis tous les plans ont été mis sur la glace. Ça m'a été rapporté dans chaque centre avec où est-ce qu'on travaille. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les débloquer, ces plans-là? On va pouvoir les augmenter pour les années prochaines? Oui, encore là, il y a des gains d'efficacité, mais au final, on a besoin de travailleurs de la santé qui s'occupent des patients. Puis ça, malheureusement, il faut mettre l'argent quand on en a besoin. Je peux peut-être quand même rebondir, souligner un élément, c'est qu'il y a quand même des incohérences actuellement. On écrit un projet de loi pour limiter l'accès au privé, puis ensuite on a recours au privé pour traiter les patients. Il faudrait qu'ils se branchent à un moment donné. Bonjour, ma question est en anglais, c'est correct? Oui, oui, oui. Oui, parfait. Hi, Gabriel Guindy, CBC News. You mentioned earlier in French that Santé Québec is actually creating more hurdles. Can you just explain to me in English what those hurdles are and how it's affecting you? Well, first of all, oftentimes they come up with plans and we're not consulted. So it's difficult for us to know how they work exactly, but we feel that the relations between Santé Québec and the ministry are complicated. We don't know exactly who's doing what. And we were mentioning that there are more there's more bureaucracy with the creation of Santé Québec. And we feel that they're far from the patient care. So we would like, of course, to be more consulted by Santé Québec, but also they need to have more budget because now we see that the budget cuts are affecting patient care. Yeah, because there are patient groups that are saying that they're not really receiving the service that they should through Santé Québec. So, in your opinion, it's more funding that's a lack, and also maybe too much bureaucratic red tape in a way? There's both, yeah. There's both. Of course, the budget didn't help at all, and we're asking the government to review their budget and not cut their budget. But also there's bureaucracy because what we need is to have a decentralized system where the hospitals have more leeway. More budget, and of course there are some problems with organization, but the main problem is that we don't have funding. And just a question for Dr. Boucher. You also said this in French, that how February was very tough this month, well, just the month that just passed. But if funding doesn't come back for next year, what are you envisioning that could actually negatively impact the place where you work at? Well, as I said, we can get more efficient with what we have, but when the influenza season comes, it's the month of the year where we need extra resources. There's not more healthcare workers during that month. So the only way to increase the services is to ask the people who are there to do some extra hours to help the system just during that month. And during this month, we didn't get that help. It's probably the first time in the last 5 years when that happens. And again, that's what's reported. It's late in the evening, the emergency is overfilled. We have a lot of admission to the emergency. There's empty beds up on the floor. People are willing to stay, but the budget doesn't come along. We're not saying we need to do that all year long, but this year we needed it during that month and didn't come. So hopefully not too many people suffered, but it's definitely a dangerous situation. It's dangerous for the healthcare workers, dangerous for the patient, and people don't get better. And at the end, they end up costing the system more money because people are sicker, people don't get better. It takes longer for them to stay in the hospital. So that's where we needed that for this year. It's one of the issue, because if you look, I mean, there was plan for this winter to have things better, but all those plans were put on ice when the budget cut was announced, unfortunately. And you're envisioning next year could get worse? If we don't increase, again, next year we're going to have 2 to 6% more elderlies and sicker patients. If we don't increase, even if we increase by 3 to 4%, we're going to be the same thing. So we need to even be better than that if we hope to have a better season next year. Thank you.
right here. This is Dehostadianos Deer with City News Montreal. This is for Dr. Vincent Oliva and Dr. Gilbert Boucher. So now, in the press release, when you use the word plaguing our system, I mean, this is for, I guess, what you're seeing on the ground. I mean, what have you seen and heard which prompted you to use this language? Did I use plague? Did we use that word? It was on the press release, correct? Plaguing our system. Oh, you mean blocking the... I'm going off what I just read on the press release, to be honest with you. Well, we're saying that the budget cuts that were put in place don't allow us to treat patients as we should. That's what we're saying. And we made reference to the fact that Santé Québec also didn't have the leeway, I think politically, but also in terms of budget, and so they have to apply those cuts. But the reality is that in the system we see that we don't have access to all the healthcare workers that we need, the equipment that we need, and so we're going the wrong direction. And if I may say, what happened in Maisonneuve-Rosemont 2 weekends ago was probably a good example. So Maisonneuve-Rosemont's been applying all the rules. They've been limiting their expenses, and they've been doing well. But then when the crisis happened over the weekend and they had to close down about 3/4 of the emergency, that was not the time to close down the services. That was the time to spend extra money to get some extra healthcare workers. So when we say it plagues, I mean, we're down there, we're working really hard. It's really discouraging to see that the system is not helping us to care for patients. So that's what we're concerned about, and that needs to change for the future years. So I did answer this in French, so unfortunately I do have to repeat it. Can you just describe to me what the situation has been like in the past few months since our last conversation in December? Well, it's been worse, and the reason why we're here, of course, is to raise awareness, but also to give examples. And so we were saying that some operating rooms are closing, some technologists have been fired, some equipment has not been replaced. So we see real impacts on the patients, and the government initially told us that the 1.5 billion of cuts would not affect patient care, but that's not what we see, and we see that since last time we spoke, it's getting worse. So that's why we're here today. Would you like to add anything to that, Mr. Boucher? If I may say, I mean, again, on the ground, what we see is we're trying to get patients out of the emergency into clinics, and what we're told is they're cutting clinic times because they're cutting secretaries, cutting nursing time. So doctors cannot open the clinic, take the chart, see the patient, do all the vital signs on their own, and the same thing happens in everywhere in the hospital. And when at the end we get extra patients because services are not given elsewhere, and we end up having to bring patient in, canceling surgeries, it's affecting everybody's care. So it's not in the right direction, and that's why we're concerned, because next year is going to be tougher, so we need the healthcare system to help us to help the patient. Then one last one for me. I mean, Dr. Oliver, last time we spoke, you gave the example of Anna LaBerge. Remember one time you went there and you said a patient was brought to the cafeteria. I mean, when you tell these stories to the government, what is the reaction? It's not great, considering that we're here today also discussing this. Well, I mean, the one of the reactions was that we were in negotiation, and that's why we were speaking out. But you're right. These examples are clear examples that patient care is not up to standard, and I think they know about it. And I think you have to ask them the question: what are they going to do about it?